Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Tu étais toi-même ce matin sur place, la chapelle ardente pour M. Brian Mulroney, défunt premier ministre du Canada, qui se poursuit en ce moment parce que là, on était à Ottawa au début. On s'est déplacé jusqu'à Montréal, puis il n'y a pas eu moins de monde qui s'est déplacé pour ça. Mario, ça continue d'affluer. Non, cet avant-midi, c'était... D'abord, il y a eu l'arrivée du cortège funèbre, l'accueil à la basilique Saint-Patrick de la dépouille de M. Mulroney, et ensuite les dignitaires. Et ça a commencé avec quand même... un moment fort, je dois dire, sur le plan émotif, c'était le passage de Lucien Bouchard. Là. Ouais. Dans le fond, on pourrait dire le passage de Jean Charest, c'est encore plus gros parce que, bon, ils sont toujours restés proches. Mais il reste que les déchirures d'amitié, c'est comme quelque chose qui vient chercher le monde et de voir... Bon, et ils s'étaient réconciliés, il faut le dire, après une trentaine d'années sans contact. Là, tu parles d'amis d'université. Ouais, des grands chums, là. Qui vont en politique ensemble, tu sais, continuons le combat ensemble en politique, et tout à coup se déchirent concernant l'avenir du Québec. Puis il faut le dire, là, c'est pas... Ils sont pas, oui, je comprends, dans la façon de faire, là, l'un et l'autre. Surtout M. Mulroney a été vexé. Mais il y a eu une divergence fondamentale sur l'avenir du Québec, mais qui les a séparés pendant une trentaine d'années. Ils s'étaient réconciliés récemment. Moi, j'avais assisté cet automne, là, la deuxième fois qu'ils s'étaient parlé en public. C'était dans un événement organisé par l'Université Laval auquel j'étais invité. Puis je les avais vus là, se parler, puis c'était quand même quelque chose à voir. Wow, c'est une réconciliation qui a dû, je pense, faire du bien aux deux, d'autant plus que M. Mulroney est décédé pas très longtemps après. Mais donc, de voir Lucien Bouchard qui arrivait devant le cercueil de son ami, et le moment, tu sais, c'était chargé, là, c'était lourd. Et puis à partir de... Bon, il y a eu les dignitaires comme ça, et à partir de midi, ben là, c'était le public qui commençait à arriver. Oui, puis qui ont raconté toutes sortes d'anecdotes aussi aux gens, aux journalistes qui étaient sur place. Là, on a vu, entre autres, là, en rafale, un ancien membre de la GRC qui avait même lui-même protégé M. Mulroney et sa famille. Mais à Ottawa aussi, Raymond Filion disait la même chose. Ça en dit long. Beaucoup de gens de sécurité qui souvent, mais tu peux dire, là, c'est ta job de protéger le premier ministre. Oui, puis t'en protèges plus qu'un, ouais, un politicien. C'est lui ou un autre, là, veut dire c'est ta job. Mais il semble que ceux qui avaient eu l'occasion, parce qu'ils sont quand même proches, là, ils sont dans le véhicule, donc, ceux qui avaient protégé M. Mulroney avaient développé à son endroit cet attachement, et nombreux sont ceux qui sont revenus, qui avaient travaillé dans son entourage, dans son personnel de sécurité, qui sont revenus y rendre un dernier hommage. Oui, comme dans le personnel politique aussi. Puis des adversaires, Mario, il n'y a pas juste Lucien Bouchard qui était présent parmi ceux qui se sont opposés, si on veut, un moment ou un autre, là, à M. Mulroney, là, que ce soit parmi les dignitaires. On a vu Gilles Duceppe, l'ancien chef du Bloc québécois, par exemple, là, être sur place, mais aussi des gens qui ont des particuliers, là, qui ont travaillé à un moment ou à un autre pour lui ou près de lui. Bref, samedi, ce sera officiellement les funérailles d'État à la basilique Notre-Dame de Montréal. Il va y avoir une autre journée de chapelle ardente après, de ce que je comprends, dimanche, encore une fois, à Montréal. Donc, c'est quand même là, beaucoup d'occasions différentes là, pour rendre un dernier hommage à M. Mulroney qui seront faites. Et ça se tarit pas de nouvelles personnes qui veulent venir le voir quand même. Et vous serez du côté de TVA Nouvelles en émission spéciale samedi. Spéciale, évidemment, pour les funérailles. Tout savoir en 24 minutes. François Legault, premier ministre du Québec, est revenu aujourd'hui, bien sûr... un sujet qui touche le décès d'Yves Michaud, qui est décédé, là, l'homme de 94 ans qu'on surnommait le Robin des banques du Québec, qui avait eu son maille à partir, il faut le dire, avec l'Assemblée nationale, d'un vote qui était passé il y a plus de 20 ans, la motion pour le blâmer, condamner des propos inacceptables à l'égard de la communauté juive, là, qui aurait tenu à l'époque, là, propos tenus dans le cadre des États généraux du français à Montréal du 13 décembre 2000. Et là, il y avait eu un vote. D'ailleurs, je pense que tu faisais partie du parquet à ce moment-là. En fait, c'est drôle parce qu'on dit un vote, mais dans le fond, c'était une motion qui a été adoptée à l'unanimité. Donc, ce qu'il n'y a simplement pas eu, c'est quelqu'un qui s'est opposé, là, qui a bloqué la motion. Donc, personne bloque la motion, elle passe tout simplement parce que les motions sans préavis requièrent l'unanimité. Et à l'époque, c'était un député libéral, député de Darcy McGee, d'origine juive, et un vis-à-vis du PQ. Donc, c'était vraiment un libéral et un péquiste qui s'étaient mis ensemble. Et moi, j'avais été informé quelques minutes avant de la motion, disant, c'est épouvantable, on fait une motion, Yves Michaud a dit ceci, puis tout ça. Puis, au fil des années, moi, je fais partie de ceux qui se sont jamais excusés pour la motion. Il y a quelques députés du Parti québécois qui avaient initié un mouvement et qui ont
je sais pas, tu t'excuses ou tu peux pas retirer. Une fois que c'est voté à l'Assemblée nationale, tu peux pas dévoter, surtout que tu n'y sièges plus. Tu peux plus dévoter ce que tu as voté, mais qui a présenté des excuses. Il y a aussi eu un mouvement plus récent où il y avait certains libéraux, puis ça, j'en étais plus proche, qui se disaient, qui reconnaissaient qu'on aurait dû ou qu'on devrait, à pareille circonstance, avoir minimalement un processus, quand tu blâmes un citoyen, que tu dénonces un citoyen, une espèce de processus, là, à la base de la justice, là, de s'expliquer ou d'être entendu. Là, le fameux droit de défense juste et équitable, là, mais le droit minimal d'être entendu, de donner sa version des faits là, avant de subir un blâme. Ça, je trouve que ça a du bon sens. Maintenant, c'est ça, François Legault a dit qu'il maintenait son vote. La seule affaire, c'est que ce qui m'a surtout frappé de François Legault, puis je pense qu'il a raison, c'est que c'est un petit peu malheureux que tout ça. Tu sais, le monsieur décède, M. Michaud, 94 ans. Bon, il a dit ces phrases-là une fois dans une... L'Assemblée a voté une motion. La motion l'a attristé, choqué énormément. Il a parlé de ça souvent. Il a voulu faire corriger cette erreur que lui considérait comme historique. Mais bon, il a fait 1000 autres affaires dans sa vie. Là. Il a eu des rôles. Il a représenté le Québec à l'étranger. Il a travaillé pour la langue française. Il a été le Robin des banques qui a travaillé là, pour les petits épargnables, les petits actionnaires des banques contre l'espèce de système des banques géantes. Oui, il s'est attaqué à l'évasion fiscale aussi, qui a dénoncé. Plein d'affaires, plein de contributions. C'est un ami personnel de René Lévesque. Juste ça lui a donné une influence dans l'histoire du Québec. Mais là, son histoire de motion, là, puis au moment de son décès, c'est encore ça là, qui refait surface. Puis c'est le côté que je trouve un peu malheureux parce que moi, je veux dire, je me retrouve à commenter ça. Puis, tu sais, sincèrement, sur Yves Michaud, j'aurais plein d'autres affaires plus importantes à dire. Mais probablement parce que lui-même en a fait un tel dossier, il a donné telle importance qu'au moment où il décède, mais là, on revient là-dessus. Puis certains parlementaires aujourd'hui sont revenus là-dessus. Donc, l'histoire refait un autre tour de roue à un moment où on devrait peut-être lui rendre hommage pour l'ensemble de son œuvre. Actualité. Ça bouge pas mal plus ces temps-ci du côté du fédéral pour tout ce qui est immigration, Mario, alors qu'on a le ministre lui-même de l'immigration et des réfugiés, Mark Miller, qui a annoncé aujourd'hui que le gouvernement fédéral veut faire baisser la part des résidents temporaires, là, dont on a tant parlé dans la population canadienne. Parce que à ce moment-ci, on parle là, d'à peu près 6,2% de la population canadienne au grand complet en 2023 qui fait partie des résidents temporaires. C'est fou, hein? 2,5 millions de personnes. Plus d'une personne sur 20 au Canada qui vit au Canada n'est pas un citoyen canadien. Oui. Est un statut d'étudiant ou de travailleur temporaire. Oui, c'est ça. Parce que c'est vraiment ces deux groupes-là qui sont dans cette catégorie-là, étudiants étrangers, travailleurs étrangers temporaires, là, qui se retrouvent là. Mais il y en a beaucoup. Et là, on veut réussir à diminuer tout ça là, du côté de M. Miller. On parle de passer du 6,2 à 5% à peu près de travailleurs temporaires. C'est quand même beaucoup, là. Oui. C'est quand même beaucoup. Bon, c'est une petite réduction, on va se le dire comme ça. Et j'ai vu que ça satisfaisait le gouvernement du Québec. En tout cas, qu'on voyait ça comme un premier pas là, dans les efforts qu'on espère pour essayer de reprendre le contrôle, baisser la pression. Bon, ça règle pas le cas des demandeurs d'asile, mais ça baisser la pression sur les services publics et sur le logement. Là. On se comprend. Ben oui, parce que c'est pas parce que t'es temporaire ou t'es pas citoyen canadien que t'as pas besoin de... Tu couches à quelque part pareil, ça te prend une résidence. Voilà, ça te prend toi sur la tête. Là. On a jusqu'à 2027 là, pour faire passer ce seuil-là vers 5%. Disons aussi qu'il va y avoir, là, le seuil définitif, lui, va être rédigé à l'automne. D'ici là, c'est des consultations avec les provinces qui vont se tenir. Puis peut-être plus intéressant encore, Mario, un sommet au début mai avec tous les homologues provinciaux de l'immigration pour en parler. Et là, on se comprend, oui, on parle de réduire l'immigration temporaire. Il y a fort à parier, Mario, que Mme Fréchette, en allant là-bas, va devoir amener plein de messages. Je pense que Mme Fréchette va vouloir prendre une part active. Mais j'ai hâte de voir, c'est que souvent, mettons que le fédéral veut arriver, là, pousser son agenda, puis à tasser dans le coin le Québec, là. Il met dans sa petite manche tout de suite en partant les provinces de l'Atlantique, là, qui sont toujours là, que les provinces plus petites ont besoin de l'argent du fédéral, mangent souvent dans la main du fédéral. Si tu fais un front commun des provinces, ben, ils sont les premiers à se décrocher du front commun. Puis, dans ce cas-ci, ben, il n'en accueille pas. Prenons les demandeurs d'asile, il n'en accueille essentiellement pas. Je pense que pour toutes les provinces de l'Atlantique, l'année passée, alors que le Québec, on capotait là, les dizaines de milliers de réfugiés, de demandeurs d'asile, de réfugiés. Je pense que toutes les provinces de l'Atlantique additionnées, c'est un chiffre comme 300 ou 200 quelque chose. C'est un tout petit chiffre. Fait que eux arrivent au grand sommet sur l'immigration, mais
Est-ce qu'ils vont vraiment... S'il faut, par exemple, tenir tête au fédéral sur quelque chose, est-ce que les autres vont le faire ou vont dire ce que le fédéral veut entendre? C'est toujours ça que, dans des réunions... Bon, après ça, il y a l'Ontario. On va voir ce que ça donne. Là. Peut-être que le Québec pourra avoir des alliés dans l'Ouest canadien. Peut-être l'Ontario, quoique la perception de l'immigration à Toronto est vraiment très différente. Oui, vraiment très différente. Puis, comme tu le dis, là, OK, les provinces de l'Atlantique, mais les territoires aussi. Hein, c'est provinces et territoires qui se rendent là. On se comprend que l'immigration puis les demandeurs d'asile, quand t'es au territoire du Nord-Ouest, au Yukon... Ben, c'est tranquille. C'est un peu plus tranquille dans ces coins-là. Donc, on verra ce que ça va donner. Et par la même occasion, c'est fait questionner aussi sur un sujet qui est revenu hier, là, entre autres amené par le député péquiste Joël Arsenault sur la main-d'œuvre étrangère qui vient travailler dans l'industrie de la pêche, entre autres aux îles de la Madeleine, pour transformer du crabe. Et là, ben, du côté de M. Miller, on dit que c'est une fausse accusation, que le fédéral n'a rien à voir avec le fait qu'on n'ait pas encore reçu les travailleurs. Ça, là, c'est étonnant, là, parce qu'on dit que ce sont les visas fédéraux. Ils ont changé les règles de visa. Moi, quand l'annonce a été faite qui changeait les règles de visa, il avait dit qu'il excluait le secteur agricole, où il y a une main-d'œuvre étrangère qui vient depuis des années, les travailleurs mexicains. Puis là, même dans le monde agricole, les gens n'ont pas l'air trop rassurés. Puis là, j'ai été étonné après ça d'apprendre, les pêcheries, parce que d'habitude, on dit, mettons, le ministère, c'est agriculture, pêcherie, alimentation, c'est comme le même ministère. Mais dans le cas de la main-d'œuvre là, étrangère, les pêcheries ne seraient pas incluses dans l'agriculture, ne seraient pas incluses dans le même groupe. Donc, on aurait des exceptions pour l'agriculture, mais pas pour les pêcheurs. Et là, t'as les pêcheurs, après ça, t'as les usines de transformation, les usines qui sont nécessaires immédiatement pour accueillir les prises des pêcheurs puis les transformer pour les envoyer sur les marchés internationaux. Alors, ça va être un dossier à suivre. Tout savoir en 24 minutes. Un autre dossier qui est pas mal suivi cette semaine, c'est celui des passes, des laissez-passer pour le Festival d'été de Québec. Là. Puis plus largement, le sujet de la revente des billets qui revient dans l'actualité, Mario. Parce que tout se vend en quelques minutes. Tout se vend en quelques minutes. C'est l'heure normale d'ouverture de tout ça est même pas passée encore. Tout était vendu. Là. Parce qu'ils ont devancé l'heure. Leur système s'est rempli de demandeurs. Ils ont décidé de devancer d'une heure la mise en vente. Puis tout était fermé. À midi, qui devait être l'heure de la mise en vente, il n'en restait plus. C'était fini. À l'heure où ça devait commencer, c'était fini. 125 000 laissés-passer du Festival d'été de Québec qui ont disparu en 2 heures. Puis là, ça se vend 150 $, qui est un gros attrait, évidemment, là, du Festival d'été de Québec. Le problème, c'est que c'est après à peu près 15 minutes, après la fermeture de la vente de billets, et hop, tu vas sur des sites de revente, genre billets.ca, 400 $, 450 $, 500 $. C'est le principe de la rareté, là. Je veux dire, les gens veulent des billets les gens veulent aller au festival d'été, veulent des billets pour le festival d'été, ils viennent d'essayer d'en acheter en ligne, ils n'ont pas réussi. Ouais, parce que là, depuis 2012, ici au Québec, là, on a fait adopter une loi qui interdit... C'est interdit de revendre plus cher. C'est interdit de revendre plus cher, mais... c'est interdit, dans le fond, sur des sites de revente plus officiels. Donc, c'est ça. Si t'es quelqu'un sur Marketplace qui essaie de vendre des billets, la loi, elle vient pas te chercher. Là. L'Office de la protection du consommateur... Je pense que Marketplace bloque les ventes de billets, par exemple. Ça se peut-tu, non? Oui, Marketplace bloque les ventes de billets. T'as bien mais raison, sur Mario. D'autres sites de petites annonces ou d'autres forums des médias sociaux... Tu peux en revendre comme tu veux. D'ailleurs, notre collègue Marianne Bessette, ici, qui est journaliste à la recherche à Cube, a parlé avec un revendeur de billets. Là. Elle a comme un contact là, qui lui parle de manière anonyme, là, qui revend, lui, des billets, puis il a expliqué tout bonnement qu'il a réussi à avoir 19 passes, lui, là. Il y a 19 laissés-passer du Festival d'été de Québec. Ben oui, il va revendre ça. Mettons qu'il fait, faisons un chiffre, mettons qu'il fait 200 $ de profit, 19, il fait 3800 $ avec ça. Oui. Tout ça pour s'être assis, puis avoir attendu, puis avoir ramassé des billets, là. Parce qu'après ça, ça part comme des petits pains chauds. Puis là, Mario... Il n'y a pas de danger de rester avec, là. C'est tellement en demande. Mais c'est tellement en demande, surtout que comme le seul format qu'il y a, c'est une passe pour toute l'intégralité du festival. Mais après ça, il y a des gens qui peuvent pas se rendre à tous les spectacles. On se comprend, là, ça prend énormément de temps. Donc, il y a beaucoup de ventes à la journée des festivals, là, des laissés-passer du festival. Ce qui fait qu'il y a des gens qui vont dire « OK, je te le prête pour la journée, 100 $. Hey, tu fais ça pour toutes les journées du festival, ça s'accumule vite, là. Et donc, aujourd'hui, ce qui a été dénoncé, c'est du côté du ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, là, qui a dit qu'il voulait enquêter, là, revoir, si on veut, le modus operandi et du Festival d'été de Québec et de la revente de billets en général, Mario. Parce qu'on oublie, mais dans l'actualité récente, il y en a d'autres des exemples comme ça où on se met à revendre des billets des prix de fou. L'autre en liste de cette semaine, c'est chez les femmes là, de la Ligue de hockey professionnelle qui vont se rendre au Centre Bell. Ça s'est vendu en moins d'une heure, encore une fois. Puis là, les billets se revendent 400 $. Même affaire. Une demi-heure après. Oui. Puis on rappelle aussi, depuis décembre dernier, on a déjà mis du côté du ministère de la Culture
un système en place pour aller vérifier tout ça. C'est la députée Karianne Bourassa, entre autres, là, qui est censée vérifier puis commencer très bientôt, là, aujourd'hui, un comité pour voir comment ça fonctionne, tout ça. Et tu te souviendras peut-être de quel événement qui avait justifié, si on veut, cette vérification-là, l'hommage à Carl Tremblay, décédé. Parce que là, c'était pire, c'est qu'on donnait des laissez-passer. On avait dit, on ne veut pas faire d'argent avec ça, on donnait des laissez-passer. Et les gens s'en prenaient et les revendaient. De quoi d'absolument horrible, Mario, là, bien évidemment, surtout dans le contexte aussi triste que le décès de Carl. Et là, depuis ce temps-là, on veut se pencher là-dessus. Donc, ce sera à voir, Mario, dossier qui va être suivi, je crois, parce que là, c'est de la grogne et de la grogne et de la grogne. Là. Ça s'est pas éteint depuis hier, Mario, là, sur les réseaux sociaux. Là, ceux qui voulaient délaisser passer du fait sont pas contents, pantoute. Donc, on verra où ça va se rendre de ce côté-là, mais certainement que c'est un sujet politique qui va toucher le cœur des gens, puis c'est bien les festivaliers au Québec. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. On a eu droit aujourd'hui à des données publiées par l'Institut de la statistique du Québec, Mario, qui sont venus déployer toutes sortes de choses. On parle bien évidemment du transfert entre les régions, là, tout ce qui est déménagement, mobilité. Toujours des statistiques intéressantes à voir. Mais là-dedans, à quoi on s'intéresse le plus? C'est de savoir si la ville de Montréal, c'est toujours aussi attrayant qu'avant. Parce qu'on se comprend, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Là. Les gens disent « Ah, plus personne ne veut venir à Montréal, tout est congestionné, tout est sale, tout est lettre. » Mais est-ce que c'est vrai? Mais ça, c'est tout nouveau parce que il y a 20 ans, on disait « Ah ben, tout le monde s'en vient à Montréal. » Ou peut-être même plus que 20 ans. Là, les gens quittaient les régions, tout le monde s'en venait à Montréal. Mais là, Mario, particulièrement chez les jeunes, c'est le contraire qui se produit en ce moment. Là, parce que au début des années 2000, tu as raison, là, des 15 à 24 ans, là, on s'en venait là, vraiment à Montréal. Je veux dire, mettons 15 à 29, en 2001-2002, c'était 23 300 Québécois qui venaient s'installer à Montréal. Là maintenant, 2022-2023, 9 300 qui viennent s'installer, mais il y en a 10 700 qui quittent dans cette catégorie-là. Et qu'il y a plus de jeunes. Oui, bilan négatif pour la ville de Montréal. Là. Chez les 15 à 29 ans, on sac notre camp de Montréal. Puis globalement, il y a beaucoup plus de gens qui vont s'installer maintenant dans les régions. Donc, on est nombreux à quitter la métropole de Montréal depuis la pandémie, là, entre autres. Mais ça s'est ralenti depuis la pandémie, mais c'est quand même un phénomène qui continue puis qui se poursuit, Mario, qui est intéressant à observer là, quand même. Là. Mais on pensait quand même que c'était temporaire avec la pandémie. Là, les gens veulent pas vivre tassés. Quand il y a toutes sortes de restrictions, c'est mieux d'être à la campagne. C'est plus simple de vivre à la campagne. Mais donc, c'est un phénomène qui se poursuit. Il va falloir avoir des questions qui se posent à Montréal parce que là, on disait, mais les ménages partent, les gens qui veulent avoir des enfants partent, les gens qui sont pas capables d'acheter une maison partent parce que c'est trop cher partent. Les bureaux, les toits bureaux. Oui, effectivement. Puis là, même les jeunes. Ouais, même les jeunes qui étaient peut-être ceux qui s'en venaient à Montréal, là, même les jeunes, ils restent plus là. Oui. Il va y avoir un examen de conscience à faire, Mario. Quand même, les statistiques là, d'un organisme aussi, on va se le dire, là, neutre, indépendant, que l'Institut de la statistique du Québec l'a dit, ça sent mauvais quand même pour la métropole. Économie. Il n'y a pas grandes organisations dans le monde, Mario, qui ont les reins assez solides pour aller s'attaquer à des entreprises gigantesques comme Apple, le géant de la technologie, à part peut-être le gouvernement américain. C'est exactement ce qu'on voit cette semaine, alors qu'on a assigné officiellement aujourd'hui en justice Apple pour pratiques monopolistiques. Là. Quelque chose qui va peut-être faire sourire ceux qui, depuis plusieurs années, décrient le modèle de consommation d'Apple. Parce que oui, vous pouvez être vendu du premier jusqu'au dernier iPhone, vous les avez toutes, d'accord, mais en dehors de ça, il y a beaucoup de pratiques qu'on apprend dans des documents internes chez Apple qui sont complètement intentionnelles, justement, pour garder un monopole. C'est ce qui fait, par contre, qu'on va poursuivre Apple pour le fait que, dans la messagerie d'Apple, entre iPhone, tout était crypté. Hein? C'est impossible d'aller chercher ces conversations-là et tout. Mais entre un iPhone et un autre téléphone, intentionnellement, c'était pas crypté. Du côté d'Apple, par exemple, ce qui faisait en sorte qu'on avait des capacités techniques qui étaient plus limitées pour les autres téléphones qui se ramassaient. Avec comme conséquence que les conversations non cryptées pouvaient être captées par quelqu'un ou pour encourager l'autre personne à avoir un iPhone aussi pour dire là, nos conversations seraient cryptées? Exactement. Puis pour mettre l'odieux, si on veut, sur d'autres compagnies, en disant si vous faites affaire avec eux, vous textez ces gens-là. Vous n'avez pas la même qualité. Vous n'avez pas la même qualité. Puis c'est la même chose, par exemple, là, pour des utilisateurs, des développeurs aussi qui voulaient développer un système qui pouvait se faire pour Apple et pour d'autres systèmes d'exploitation de téléphone. On se faisait intimider carrément par Apple
Apple pourrait être forcé d'aller développer un système uniquement pour la App Store, par exemple, pour la Apple Store. Et on aurait même là, empêché volontairement l'utilisation, par exemple, des Apple Watch, des montres connectées. Bien, intentionnellement, impossible d'utiliser avec d'autres appareils que l'iPhone pendant une bonne période. Donc, on a de ces pratiques-là qui sont en ce moment revues par la justice américaine. Donc, on verra ce que ça va donner, mais quand même, là, c'est quelques pertes là, dans les dernières années pour Apple en justice. On se souviendra, par exemple, que l'Union européenne les ont forcés à avoir une seule prise pour tous leurs appareils. Le monde. Le Canada emboîtait le pas. Là. Dans le dernier budget fédéral, il y avait une petite ligne pour dire qu'il emboîtait le pas à l'Europe. Une seule prise ici pour tous les appareils là, portables, téléphones, de toutes les compagnies, Samsung, Google, Apple, tout la avec la même USB-C prise. maintenant. Oui, Exactement. Bravo. Oui, chargeur unique, bravo, mais ça prend des décisions de justice comme ça pour faire changer les choses. Parce qu'ici, à choses. Cube, quand j'arrive avec mon sel déchargé, il y a juste Alex qui a la bonne charge pour moi. Voilà. Tous les autres avec leur iPhone ne peuvent pas m'aider à me sauver. Mais là, maintenant, tout est possible grâce à cette charge. Voilà, cette émission est une présentation de... Voilà. Bon. Donald Trump, Mario, on continue de... Je lisais tout à l'heure sur CNN, on dit que le procureur de New York a avoué aujourd'hui, pas qu'il procède, mais il prépare des scénarios de saisie des immobiliers de Donald Trump. Il explore des scénarios de saisie. Oui, parce que s'il y a plein d'incertitudes pour tous les procès pénals et autres de Donald Trump, dans cette affaire-ci, ben là, le dénouement, il est supposé survenir lundi, peu importe ce qui se passe, parce que la date du 25 mars, c'est la date butoir pour donner la caution. Là. Mais la caution astronomique, je le répète, de 464 millions de dollars cash liquide qui doit être donné en garantie là, après qu'il ait été jugé, lui et son organisation, ainsi que ses fils, je le rappelle, là, ont bougé de manière artificielle la valeur de leurs immeubles pour avoir des bons prêts ou payer moins d'impôts, dépendamment des périodes. Et là, ben, c'est tough, hein? Arriver avec autant d'argent, Mario, liquide, là, t'arrives pas avec ta petite mallette puis ta dépose sur le comptoir. Pour moi, si tu me le demandais d'arriver avec 400 millions, ça serait vraiment tough, là, vraiment. Oui, et surtout que t'as pas probablement d'actifs là, à liquider de cette taille-là. Mais là, lui, il y a des bâtiments, mais en fait, ce qu'on sait pas, c'est est-ce qu'il y a des hypothèques sur ces bâtiments? Parce que tu dis un bâtiment, ça vaut tant, mais ça, tu peux avoir une évaluation de la ville, mais ce que tu sais pas, c'est est-ce que lui, il en doit déjà la moitié, ou on sait pas. Là. Mais c'est pour ça qu'on est sur plusieurs scénarios. Là, selon des sources internes, ben, M. Trump a beaucoup de difficultés à arriver avec cet argent-là. Ses avocats eux-mêmes ont fait toutes sortes de motions pour tenter d'aller en appel en disant que c'était impossible d'être capable de payer une somme comme ça. Ce que la Cour dit, c'est que pour avoir le droit d'aller en appel, il faut d'abord que tu payes, tu mettes l'argent en garantie, ensuite tu pourras aller en appel. Voilà. Mais là, il doit mettre cet argent-là sur place. Et si il ne vient pas avec l'argent, s'il ne commence pas lui-même à vendre des bâtiments, on se comprend à perte là, avec les délais qui restent, d'ici lundi, ben, c'est la procureure générale de l'État de New York qui pourrait saisir, ni plus ni moins, ces bâtiments pour les vendre à sa place. Golf, sa propriété dans le New Jersey. La fameuse Trump Tower à New York. Mario a commencé par tout ça. On se comprend, là, il pourrait, là, en liquidant les actifs, M. Trump a l'argent pour payer tout ça. Mais de liquider des choses pour un homme qui se targue là, d'être le magnat de l'immobilier, celui qui a une fortune, un milliardaire, ben, ce serait toute une blessure d'ego, puis vraiment là, une mauvaise image avant la campagne électorale. Et Mario, qui en a profité aujourd'hui, ben, c'est Joe Biden qui a décidé de répliquer, entre autres, dans un courriel qu'il envoyait à sa campagne et à ses donateurs, parce que M. Trump, on le sait, est un fan des surnoms méchants, coquins, vilains envers ses opposants. Il appelle souvent Joe, par exemple, Sleepy Joe, Crooked Joe. Mais là, maintenant, c'est M. Biden qui se venge en l'appelant Don le fauché, Broke Don, en parlant de Donald comme quelqu'un qui n'a pas une scène, qui n'est pas capable de payer. La vengeance doit être douce dans son cas. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.